Philosophie, une émission de Blandine Kriégel sur Judaïque FM. Dans la série La République du passé au présent, l'émission Philosophie, ce matin, s'intéressera à la République, l'État, la souveraineté. Alors, et je suis heureuse évidemment d'accueillir, comme d'habitude, le docteur Marielle David, pédopsychiatre, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler et le journaliste et directeur de radio Alexis Lacroix. L'État et la République sont aujourd'hui au cœur de la contestation, mais en vérité, que savons-nous des règles et des contraintes qu'on nous impose ou des libertés qui nous sont accordées? Pour y réfléchir, nous nous retournons vers les débuts de l'État républicain, des républiques d'État modernes, et surtout, n'est-ce pas, vers l'un des fondateurs les plus connus de ce droit politique républicain. Je veux parler de Jean Bodin, auteur en 1576 des 6 livres de la République. La souveraineté est-elle le dernier mot de l'État? Quel rapport existe-t-il entre la souveraineté et la séparation des pouvoirs? République est un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qu'il aurait commun avec puissance souveraine. Nous avons dit droit gouvernement pour la différence qu'il y a entre les républiques et les troupes des voleurs et pirates. C'est pourquoi les anciens appelaient république une société d'hommes assemblés pour bien et pour heureusement de vivre. La république sans puissance souveraine, qui unit tous les membres et partis d'Icelle et tous les ménages et collèges en un corps, n'est plus république. Mais outre la souveraineté, il faut qu'il y ait quelque chose de commun et de public, comme le domaine public, le trésor public, le pourpris de la cité, les rues, les murailles, les places, les temples, les marchés, les usages, les lois, les coutumes, la justice. Cette puissance est absolue et souveraine, car elle n'a d'autre condition que la loi de Dieu et de nature ne commande. Les 5 marques de souveraineté sont la puissance de donner la loi, de déclarer la guerre et les traités de paix, d'instituer les principaux offices, de juger en dernier ressort, de faire grâce. Alors la réflexion de Jean Bodin, n'est-ce pas, ce juriste marane qui a vécu sous Henri III au temps des guerres de religion, qui a accompagné François d'Alençon en Angleterre et dans les Pays-Bas, bien sûr, elle est au principe de l'élaboration de l'idée de l'État souverain, bref, de la souveraineté. Et c'est un concept que la France, cocorico, n'est-ce pas, a prêté à tous les États du monde. Et d'ailleurs, l'État souverain, après les considérations de Machiavel dans Le Prince, dont nous avons parlé récemment, a développé, c'est incontestable, une problématique nouvelle, celle des républiques d'État qui ne veulent pas rester désarmées. Et d'abord, évidemment, première question, la nécessité pour les républiques de faire une place à la puissance. Alors, quelle est sa nature? Qu'est-ce que la puissance de la souveraineté? Au fond, est-elle militaire, judiciaire, administrative? Et dans l'exercice de la souveraineté, eh bien, s'agit-il de normes? S'agit-il de décisions? Ensuite, au fond, à qui appartient la souveraineté? Quelle est, ou en tout cas, qui l'exerce? Quel doit être son titulaire? Le roi, le monarque, enfin, les aristocrates ou le peuple? Il est remarquable que la souveraineté peut s'appliquer à ces 3 titulaires, à ces 3 autorités, mais il y a aussi, évidemment, dans la question de la puissance et du pouvoir, la question du masculin et du féminin, qui n'est pas toujours posée. Et enfin, 3e mot, est-ce que l'État souverain, c'est le dernier mot de l'État moderne? Nos amis anglo-saxons nous opposent depuis très longtemps la séparation des pouvoirs à la souveraineté. Bref, dernière question, la souveraineté peut-elle se concilier avec la séparation des pouvoirs? Et je crois que, au fond, peut-être de revenir sur ses débuts, c'est une façon de prendre la question de la crise de l'État actuel. Alors je me tourne vers Alexandre Adler. Cher Alexandre, eh bien, c'est une nouveauté tout à fait d'inscrire la puissance d'État comme nécessaire à la République. Auparavant, elle appartenait aux empires. Mais cette inscription n'est pas sans ambivalence, et au fond, voilà la question que je voudrais poser. Entre la concentration de la puissance entre les mains du souverain, le droit de glaive, comme le dit Bodin, l'État qui aura dorénavant le monopole de la violence légitime, comme le formulera Max Weber plus tard, et son exercice principal, tel que Bodin le définit, qui est au fond l'arbitrage par la loi, est-ce qu'il n'y a pas une opposition, une contradiction? Ou encore, comment expliquez-vous cette ambivalence chez Jean Bodin et d'une manière plus générale dans l'État républicain français, en fait, qui sépare d'une certaine façon la norme et la décision? Alors, voilà la question que je voudrais vous poser, Alexandre, et qu'est-ce que vous nous répondriez? Pour dire les choses de façon simplifiée et pédagogique, il y a bien sûr un mystère Jean Bodin,
c'est le même qu'on le retrouvera chez Spinoza, et c'est le même que l'on retrouve aussi, et bien sûr, et encore plus en Espagne avec Cervantes, c'est-à-dire que les maranes sont évidemment de grands dissimulés. Alors, dissimulé ne veut pas dire lâche. Jean Bodin, marane. Bien entendu, marane. À cause de l'heptaplomerès. À cause de l'heptaplomerès, où il ne se cache absolument pas pour dire que finalement, le judaïsme, la Torah, est très supérieur à toutes les autres formes qu'il salue par ailleurs. Mais enfin, évidemment, c'est d'une audace incroyable. Oui. Et ce genre d'audace, c'est précisément l'audace marane. C'est-à-dire qu'à la fois, on dit les choses entre les dents, et puis tout d'un coup, on lâche. Oui. Et ce qu'on lâche est tellement un choc électrique qu'on ne le comprend pas vraiment. Quand par exemple... Je me vous interromps une seconde pour dire que ce qui va dans votre sens, c'est qu'évidemment tout le XVIIe siècle l'a dénoncé, n'est-ce pas? Peut-être pas comme marane, mais comme judaïsant, n'est-ce pas? Et forcément, puisqu'il l'était, et en même temps, il en avait garde de se faire prendre dans l'affaire. Et donc, il y avait toujours des prudences, mais des prudences auxquelles il ne faut pas se laisser tromper. Ouais. Et cela, c'est évidemment ce style très particulier que le maranisme a introduit dans la pensée moderne, un peu partout dans le monde, et qui encore aujourd'hui pourrait nous décontenancer, c'est-à-dire que nous sommes toujours obligés de ne pas comprendre exactement ce qui est dit, ou plus exactement, c'est le Gongora qui en est l'expression avec sa poésie empoulée. C'était une manière, évidemment, de parler avec les yeux brouillés. Mais en fait, il pensait tout à fait exactement comme Cervantes, comme Spinoza et comme Jean Bodin. Mais cette ambivalence entre, au fond, la puissance et puis la loi, comment Bodin la résout-il? Parce qu'il en vérité, il fait muter la puissance. Mais il ne la résout pas. Finalement, c'est le procédé marane typique de la monstration et pas de la démonstration. Au lieu de vous descendre toutes les équations pour qu'on comprenne, il n'en met qu'un certain nombre au tableau. Oui, mais ce qui ne va pas tout à fait dans le sens de ce que vous dites, c'est qu'il s'engage, lui, si vous voulez, Bodin, d'abord, est contre un État qui soit administré par les juges, n'est-ce pas? Il a, au fond, défendu, avant même qu'il n'advienne, c'est-à-dire avec la montée du contrôle général des finances, de l'État de finances au détriment de l'État de justice, ce qu'était l'État français avant, il a défendu, justement, un État administratif. Au fond, il a pensé l'autorité de la fabrication de la loi, l'autorité de la loi, par une décision qui repose sur des normes. Tout comme Machiavel, qui lui n'a rien à voir avec le maranisme, il a compris que à un moment donné, et c'est un champ de désespoir, nous ne pouvons pas arriver à réaliser le droit si nous ne donnons pas sa place à la force. Oui. Et nous ne pouvons pas réaliser la force si nous ne la travestissons pas un petit peu. Et surtout, c'est la raison pour laquelle ces positions sont apparemment contradictoires. Il écrit par exemple la démonomanie des sorciers, qui est une dénonciation de la magie, alors qu'il est bien entendu... non, il n'est pas pour la magie. Il n'est pas pour la magie, il déteste les aspects abracadabra de la magie. Oui. En revanche, il est bien entendu pour la Kabbale. Oui. Mais ça, il ne le dira jamais. Oui. De la même manière que, en fait, il est de assaut à gambade, comme disait Montaigne, autre marane, en train de jouer avec le lecteur pour effectivement lui imposer une solution de bon sens. Mais alors, revenons sur cette question. Celle non pas du droit, mais du fait. Oui. En disant, voilà, la possibilité de vaincre aujourd'hui les corporatismes et les féodalismes. Pour lui, c'était les juges en particulier. Les juges ne seront jamais des juges de droit qui diront le droit. Oui. Et ce sont aussi des gens qui seront des inquisiteurs. Et aux États généraux de Blois, il les avait vus en action. Bon, mais alors. Et demain, ils introduiront l'Inquisition comme en Espagne. Alors. Et c'est la raison pour laquelle, on va lui retirer tout ça et on va faire que c'est le roi. Le roi, et c'est évidemment son véritable héritier, c'est le cardinal de Richelieu. C'est la force du roi. Alors la force de l'État français. Redoutable. Oui.
parce que bien entendu, ce n'est pas peu de choses que de de prendre des alcools aussi forts. Mais alors justement, cette puissance de l'État, n'est-ce pas, au fond, est-ce qu'elle ne ressortit pas de l'Empire, puisque certains, alors là je vais demander à François Guéry, certains au fond estiment que toute puissance, en particulier la puissance de l'État, c'est une puissance, au fond c'est une oppression par la force, n'est-ce pas, au fond que tout État est un empire, et ils nous proposent de remplacer cette puissance par une force qu'ils estiment plus légitime. Pour certains, c'est celle du peuple, l'insurrection ou encore de la révolution. Qu'est-ce que vous nous diriez là-dessus, François Guéry ? Non, mais c'est comme nous sommes en pleine crise de l'État, de crédit de l'État, enfin de la République telle qu'elle est, de la 5e en particulier. Je pense que ces réflexions ont une actualité qui vous saute à la figure, malgré bien sûr l'aspect, comme le dit Alexandre, effectivement, presque hermétique, enfin, plus monstration que démonstration, entièrement dissimulé. D'accord, oui, bon, soit. Alors, moi, voilà, j'ai réfléchi à deux couples, un qui est sain et l'autre qui est extrêmement malsain, et hélas, il existe. Alors, le couple qui est sain, c'est commander, obéir, et évidemment, la souveraineté, si on veut, consiste à promouvoir le couple harmonieux, commander, obéir. Alors que par contre, imposer et se rebeller est un couple malsain qui est en train de prendre le pas, et ça mériterait qu'on y réfléchisse. Alors, pourquoi commander, obéir ? Je réfléchissais à une chose, là, tous, par exemple, ici, tous, nous avons appris à obéir par intérêt, et pas par force. C'est pourquoi nous avons fait des études, c'est pourquoi nous avons trouvé un emploi, etc. Dès l'école, on obéit, non pas par la force, mais pas non plus peut-être par la délibération, parce qu'un enfant n'est soi-disant pas censé délibérer, mais il comprend qu'il a quelque chose à apprendre d'un professeur, et les choses continuent. Je continue même, plus on obéit et plus le commandement est légitime, évidemment, puisqu'en réalité ce commandement devient une sorte de convention, de pacte égal entre celui qui obéit et celui qui commande. Si par exemple je veux prendre des leçons de quelque chose, c'est moi qui, si je puis dire, commande qu'on me commande. Je veux qu'on me commande, si je veux apprendre... Il y a un consentement, là, dans cette... plus qu'un consentement, il y a un égal consentement. Oui. Donc je pense qu'au fond, les rôles qui consistent soit à obéir, soit à commander, sont interchangeables. Oui. Et alors ça se dit beaucoup dans l'armée, mais je pense que c'est parfaitement juste. Si vous ne savez pas obéir, vous ne saurez pas commander. Parce que celui qui commande prend un rôle qu'il connaît, et alors le couple malsain. Voilà. Alors ça c'est le couple sain où au fond donc ce n'est pas la force qui commande. Celui qui commande n'a pas la force, il a le consentement par un pacte. C'est comme une sorte de règle du jeu qu'on admet, et si on ne l'admet pas, on sort complètement du cadre. Alors évidemment, si ce pacte fait défaut, on se demande quelle est la force du souverain qui impose. Étant donné que si cette force est une convention, un accord, et donc un accord des volontés, si cet accord des volontés fait défaut, où est la force ? Alors je réfléchissais à une chose. Est-ce qu'un arbitre, dans un match de boxe, a la force ? Ou de football, comme on en voit souvent. Est-ce que l'arbitre a la force ? Alors naturellement, il n'a que la force, si on veut, de la règle du sport. Bien sûr. Bon, supposons que deux boxeurs s'entendent pour boxer l'arbitre. Naturellement, l'arbitre n'a pas la force. Mais c'est exactement à ça qu'on assiste en ce moment. Les deux boxeurs qui boxent l'arbitre. Oui. Alors, c'est pas la peine de donner le nom des deux boxeurs puisqu'il est connu. Enfin, il y a un parti qui est vaguement d'extrême gauche et un parti qui ne dit pas qu'il est d'extrême droite, et ils sont d'accord pour boxer l'arbitre. Alors, à ce moment-là, évidemment, dès le moment où la force du pacte n'est plus la force de l'arbitre, il est obligé d'avoir recours à la force, comme on le dit, s'il veut continuer à gouverner. Mais d'où tire-t-il ça ? Alors c'est pourquoi je réfléchis à la perversité de certaines situations. Il y a un arbitre légitime, il a été élu, etc. Mais un parti a décidé de le pousser
à bout jusqu'à ce qu'il impose. À ce moment-là, il est dénoncé au nom de la démocratie, au nom de la liberté. Il est dénoncé comme celui qui impose. Et donc, une stratégie pour débouter un pouvoir de sa légitimité consiste à le faire sortir des clous, si on veut, et à le pousser à imposer ce qui jusqu'alors était l'objet d'une convention, d'un pacte, d'un accord. Alors, je prends l'exemple de la règle inventée contre la règle républicaine, qui est qu'il y a un 3e tour social pour toute présidence. C'est introduire le rapport de force, la force, et faire en sorte que l'État soit, lui, obligé, à ce moment-là, d'entrer dans des rapports de force qui ne sont plus ni la souveraineté, ni la puissance, ni le pacte. Écoutez, voilà je vous remercie de cette réflexion, mais alors je vais me retourner une fois de plus vers Alexandre Adler, parce qu'on peut se demander qu'est-ce qui détruit, n'est-ce pas, cette idée de consentement, cette idée de pacte. Alors, dans l'histoire de la pensée politique, nos amis anglo-saxons ont opposé très originellement, en quelque sorte, Alexandre, à la souveraineté, n'est-ce pas, qu'ils estiment au fond trop absolue et injuste, et conduisant à l'absolutisme de l'État, d'un État trop centralisé. Ils lui ont opposé la séparation des pouvoirs, une idée que d'ailleurs Montesquieu a reprise et qui est inscrite même dans notre déclaration des droits de l'homme. Toute société qui n'a point de séparation des pouvoirs n'a point de constitution. Est-ce qu'on peut concilier, au fond, là, une certaine séparation des pouvoirs, qui n'est pas totale chez nous, avec la souveraineté? Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre? Les États-Unis, qui sont une espèce de laboratoire de l'Europe moderne, l'ont fait. C'est-à-dire que, selon des idées qui sont celles de Locke, mais en réalité de Spinoza, ils ont créé un double système où il y a à la fois une souveraineté absolue, celle du commandant en chef, c'est-à-dire en fait le pouvoir militaire. Le président des États-Unis est d'abord le commander-in-chief. Il n'y a aucune hiérarchie militaire supérieure à celui du président des États-Unis. En France aussi, Pas de la même manière, parce que le chef d'état-major des armées, par exemple, oui, c'est tout à fait vrai. Le nucléaire a introduit, depuis les États-Unis d'ailleurs, des protocoles qui ont remis une autorité. Mais enfin, les armées, depuis toujours, ont été autonomes et elles se sont défendues, notamment sous la Troisième République, contre les empiètements du pouvoir politique. Donc on peut, d'après vous, ça s'est fait aux États-Unis, concilier la souveraineté, n'est-ce pas, et la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire des trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Mais alors, ça ne marche pas toujours. Mais chez nous, c'est pas le cas. Mais parce qu'on a laissé aux États-Unis, les États-Unis se constituant d'une espèce de processus en mouvement, une très vaste autonomie. Mais revenez à la France. Aux forces régionales. Oui. Alors, bien entendu. D'abord, c'est fédéral, n'est-ce pas? Voilà, c'est une grande décentralisation du pouvoir. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a des choses qu'on peut. Oui. On a donné le droit de vote aux Noirs à Chicago dès le début, on l'a retiré dans le sud des États-Unis et ça a duré très longtemps. Et parce que c'est pas le cas de la France. Ce n'est pas le cas de la France où le pouvoir est homogène et unique. Et, la séparation des pouvoirs en France. Alors, la séparation des pouvoirs en France, elle est, je dirais, c'est ce que Montesquieu a le premier vu, elle est sociologique. C'est-à-dire qu'en fait, comme le pouvoir unifié tel que Baudin y a pensé dans une espèce d'utopie politique radicale et désespérée, eh bien, n'est pas possible, eh bien, il se relâche. Et après, c'est les corporations qui reviennent, évidemment, parce qu'on ne peut pas les supprimer. C'est exactement ce que me disait un général algérien particulièrement intelligent, Touati, qui me dit « Oui, on nous accuse d'être des éradicateurs en Algérie, des islamistes. » Enfin, ça n'a aucun bon sens. Est-ce que nous sommes là pour supprimer 30% du peuple algérien ? Oui. Non. Eh bien, il n'y a pas d'éradication non plus du corporatisme. Oui. Une fois qu'on l'a supprimé, comme, n'est-ce pas, dans une espèce de thérapie où on appuie sur la veine jugulaire, oui. Après on la relâche. Mais regardez, et donc, aujourd'hui, les France, corporations ont repris tout à fait. Dans les trois pouvoirs que tout le monde distingue, eh bien, en fait, il n'y a pas véritablement, d'ailleurs dans le terme même de la Constitution, un pouvoir judiciaire. Nous avons un État administratif,
législatif, avec un pouvoir judiciaire qui, comme l'avait dit Montesquieu, est en quelque façon nul. Enfin, nous reviendrons sur cette question avec Daniel Soulez-Larivière. C'est totalement vrai sur le plan philosophique et ce n'est pas vrai sur le plan pratique, puisque les instances juridiques, y compris les meilleurs de facture janséniste, ont tout fait pour casser les tentatives du pouvoir, comme par exemple la réforme Maupoux à la fin du roi Louis XV, pour remettre en place l'autorité de l'État contre les privilégiés. Oui. Et c'est comme cela que la Révolution française est née. Et donc, quand Louis XVI se dit « je suis le premier seigneur de mon royaume, le premier noble », ça veut dire qu'il a décidé de capituler devant la noblesse et devant les corps constitués. Et ben, ces capitulations sont régulières en France, et c'est celle qui donne le corporatisme. Le corporatisme qui est notre séparation du pouvoir brutal. Aujourd'hui, par exemple, les juges ont pris le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas de pouvoir constitutionnel, mais ce ne sont pas des juges, ce sont des Jules. Et donc, effectivement, on a des Jules d'instruction, des Jules d'application des peines. Je vous laisse ils bafouent, évidemment, l'état de droit, mais au nom du droit, bien sûr. Alors, je vous propose que nous continuions cette discussion qui est extrêmement intéressante pour savoir, au fond, quel est notre mal, n'est-ce pas, ce qui va pas bien chez nous par rapport à la puissance de l'État, la fois prochaine avec un invité. Mais autre question qu'il ne faudrait pas passer sous silence, je l'ai évoqué d'emblée, et là je me tourne donc vers le docteur Marielle David, c'est au fond sur la question de la puissance et du pouvoir. D'une manière générale, on considère traditionnellement que la puissance est réservée aux masculins, n'est-ce pas, aux hommes. Alors, Marielle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la puissance masculine et la puissance féminine ? Est-ce que le pouvoir est nécessairement l'apanage des hommes ? Ça, c'est une notion qui est quand même en pleine évolution actuellement. On peut dire que ça a été longtemps comme ça et qu'en ce moment, c'est quand même, depuis en tout cas, en apparence, depuis un siècle, bien que... il y a toujours eu aussi des femmes comme Marguerite de Navarre, dont je parlais hier avec un ami, qui ont eu part au gouvernement. Ou Catherine de Médicis, ou Marie de Médicis, nous avons eu des régentes. Voilà, il y a eu des régentes importantes. Bon, donc c'est la preuve qu'elles peuvent le faire. Alors, qu'est-ce qui dans l'essence du pouvoir serait réservé à l'homme ? Bon. Il y a plusieurs forces qui constituent un être humain, et il y a les forces, on l'a déjà vu, qui mènent à l'auctoritas, qu'à l'Église, qui sont des formes au départ qu'on pourrait dire passives, c'est-à-dire d'une certaine façon féminines, mais qui peuvent être et qui doivent être dans l'Église catholique assumées par des hommes, puisque dans Marianne, c'était Marianne, c'est féminin. Ça, oui, mais là, bon, alors, après, il y a des forces actives, c'est le système des pulsions, il y a des forces actives, qui sont actives, donc, d'une certaine façon masculine, qui poussent, par exemple, les garçons à courir après un ballon, et puis, il y a les forces phalliques. Les forces phalliques, c'est lié au départ au fait que les humains se redressent et marchent. Oui. C'est ça au départ. Tous les humains, mais c'est pas sexuel. C'est pas sexuel. Oui. Ça arrive aux garçons et ça arrive aux filles. Oui. Les filles marchent comme les debout hommes. Comme les hommes. Bon. Et ce stade-là est souvent pas pensé du tout. On ne pense plus qu'on s'est levé à un moment. On pense qu'il y a directement un passage entre ces forces qui font qu'on se lève et le sexuel qui, après, va prendre le devant de la scène. Bon. Mais ça, c'est les forces primaires, c'est les forces pulsionnelles, et c'est les forces d'ancrage au symbolique. Mais il y a autre chose, et dont on a beaucoup parlé ces dernières années, sous la force de ce qu'on appelle le discours du genre. C'est-à-dire qu'après, le discours humain, lui aussi, organise la sexualité, organise les pouvoirs. Alors, par exemple, voyons la différence entre l'Angleterre et la France. En France, il y a eu la loi salique. Par conséquent, on ne peut être roi que d'homme en homme. Oui. Bon, les femmes ne peuvent être que régentes. Et les femmes ne peuvent être que régentes. Et en Angleterre, il n'y a pas eu la loi salique. En Angleterre, il n'y a pas eu la loi salique, donc les femmes peuvent être reines. Oui. Voilà, donc ça prouve Élisabeth, que, Victoria, la ça reine n'est pas lié à la réalité de la différence. Élisabeth II. Ça n'est pas lié à la différence sexuelle, c'est lié au discours qui organise le concept même du pouvoir. Bon, alors,
Bon, mais alors, pour la dernière question que je voulais poser, et je vous la pose à tous, comment est-ce que vous lisez aujourd'hui, d'abord Alexandre, s'il le veut bien, la crise de l'État souverain qui est au fond si éclatante dans notre actualité? Comment? Mais je voudrais que chacun d'entre vous réponde à la question. Alexandre, rapidement. Moment de transition, mais nous allons reconstituer un État souverain différent. Et bien entendu, la féminisation est très importante, parce que même dans les abus actuels, qui sont quand même des abus, d'abord des violences faites aux femmes qui sont insensées en fait dans notre société, on est en train de comprendre que nous avons besoin d'un État autoritaire, d'autorité, mais bisexué. Et c'est exactement ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, lorsque tout d'un coup, un grand nombre de pays, Catherine II en Russie, c'est la seule, Marie-Thérèse en Autriche, et bien entendu la Pompadour, qui a quand même sauvé la marine française et sauvé la France, et permis la guerre de l'indépendance. Le salut par les femmes. On dirigeait, oui, avec bien entendu un homme, mais qui était totalement homosexuel, et les Allemands qui sont lourdingues ont fait donc une série sur Frédéric le Grand, oui, où il apparaît qu'il est joué par une femme. Mais c'est une sottise. Mais effectivement, il était homosexuel et très féminisé. François. J'aurais à dire sur les questions de sexe et de genre qui sont très importantes, évidemment, parce que le sexe, l'homme le partage avec tous les animaux sexués, donc c'est une donnée qui est très largement biologique, alors que le genre, par exemple, permettrait très bien à une figure virile d'être une femme. Oui. Rien n'empêche. Maintenant, pour revenir à la crise de l'État, enfin la crise de confiance dans la souveraineté, je pense que les caisses de résonance anciennes, qui sont les médias, et nouvelles, qui sont les réseaux sociaux, ont besoin d'être, si je puis dire, domestiqués, qu'il faudrait apprivoiser ces nouveautés qui ne le sont pas pour ce qui concerne la presse, mais pour les réseaux sociaux, c'est le cas. Ils jouent un rôle absolument considérable dans la théâtralisation de la crise du politique. Oui. Et tant que on n'y comprend rien, parce que c'est un peu vrai, on peut pas d'ailleurs comprendre ce qui est absolument émergent, on n'y arrivera pas. Une minute. Marielle. Alors, comment vous voyez, n'est-ce pas, l'évolution de cette crise de l'État souverain? Vous ne la voyez pas, peut-être? L'évolution je ne sais, à vrai dire. Bon, il est évident que les femmes vont beaucoup plus et de mieux en mieux participer à la vie publique. Maintenant, comment l'État va évoluer, je ne suis pas suffisamment juriste pour pouvoir... Ce qu'on peut dire, par exemple, c'est qu'une catastrophe en France a été le moment où Louis XIV a voulu tous les pouvoirs, où il s'est senti de nature divine, et où, poussé par sa dernière femme, Madame de Maintenon, a éliminé l'édit de Nantes. Ça a été une catastrophe. C'est ça qui a entraîné la Révolution. Oui. Donc, par rapport à ce qu'on disait la dernière fois, à savoir que nous sommes souvent actuellement dans le mytho politique, eh bien, c'est là où il faudrait prendre un recul, me semble-t-il, pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre comment le pouvoir a à la fois besoin et doit se méfier des mythes pour s'établir. Bon, mais écoutez, merci beaucoup, mais je pense qu'on ne peut pas épuiser sur un sujet pareil, n'est-ce pas, la question. Donc, je vous propose de la poursuivre mercredi prochain sur cette question de la crise de l'État souverain en France, avec entre nous et avec Daniel Soulez-Larivière. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à vous tous.